bestes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce nouveau concept, le Dia Coffee. La première invitée avec moi aujourd'hui, c'est Léa. Coucou Léa. Coucou. Comment ça va? Ça va et toi? Donc, qu'est-ce que tu m'as servi aujourd'hui? Aujourd'hui, je t'ai servi un iced americano. Donc, c'est un café, en fait, c'est un espresso avec un peu d'eau et des glaçons pour qu'il soit froid parce que moi j'aime bien froid. J'aime pas le café, vous voyez, je me bats pour vous. Franchement, ça va pas trop un goût de café, c'est trop bien. C'est le but de l'americano, ouais. Il est pas trop fort parce qu'il y a de l'eau, c'est rafraîchissant, genre. Moi là, il est chaud. Mais... Après, il y a un peu plus de glaçons si t'as besoin. Non, mais ça va, t'inquiète. Non, franchement, je m'attendais à pire, j'aime pas du tout le café. Ok, Donc, bah ça va alors. Qu'est-ce que ça représente pour toi du coup? Alors, moi en fait, j'ai toujours bu du café, mais je buvais pas des americanos avant, je buvais que des espressos et j'ai commencé à boire mon café froid quand j'ai déménagé à Séoul. Oh, ok. C'est vraiment ce que je bois tous les matins quand je me réveille. J'ai commencé à boire des iced americano comme si ma vie en dépendait. Mon élixir de vie, genre. Et t'as déménagé à quel âge à Séoul? Juste après le bac, donc je venais d'avoir 18 ans. Oh, wow. En fait, donc du coup, j'ai passé mon bac et je devais faire une lettre de langue à Aix-en-Provence. Et j'ai fait genre un jour et demi. J'ai pété les plombs, j'ai fait un mental breakdown et j'ai arrêté. Et j'ai dit au revoir la France. J'ai dit Oh, wow. adieu le pays. Et t'es parti à Séoul, t'es parti faire quoi à Séoul? Je devais juste faire un voyage. J'ai jamais voulu rentrer en fait. Et du coup, j'ai fait un visa working holiday. Ouais. Et de base, je devais rester que 1 an. Donc travailler un peu, parce que le visa il dure que 1 an et tu peux pas le renouveler après. Ah ouais? Ouais. Et du coup, comment t'as fait? Du coup, comme je voulais pas rentrer, je me suis inscrite à l'université là-bas pour reprendre des études. Parce que je me voyais pas rentrer en France. J'étais pas encore dans l'état d'esprit où je me voyais rentrer, être bien en France et tout. Et du coup, de là, j'ai commencé des études en Corée. T'as étudié en coréen? Ouais. Trop bien. Et c'était pas trop dur au début de... Non, en fait, vraiment, le truc, c'est que j'étais dans une période de ma vie en France où il y avait des choses qui se passaient, que j'étais pas très bien et tout ça. Et au contraire, le fait de partir, je me suis vraiment faite à Séoul en fait. Okay. Je suis arrivée et ma personnalité a changé de A à Z. C'est-à-dire qu'avant, j'avais peur de sortir de chez moi. J'avais la phobie de traverser la route parce que j'avais peur que les voitures me regardent. Okay. Que les gens dans les voitures me regardent. Du coup, je traversais pas la route toute seule. J'y arrivais pas. Okay. Et quand je suis arrivée à Séoul, vu que j'étais toute seule, j'étais obligée de me débrouiller toute seule. Et puis, c'est une grande ville, donc tu peux pas attendre que quelqu'un vienne te tenir la main pour traverser tout, c'est pas possible. Et du coup, en fait, je suis devenue quelqu'un de plutôt extraverti, alors qu'avant, j'étais vraiment tout le contraire. Ok, ça t'a révélé quoi. Ouais. On va repartir du début. Ouais. Raconte-moi un peu ton enfance. T'es né quand, où? Alors du coup, je suis née en 98 et je suis née dans le sud de la France, donc vers Marseille. J'ai toujours vécu à Marseille jusqu'à ce que je parte à Séoul. J'étais toujours dans le sud, pur produit du sud, vraiment, pur produit du sud. Quand j'étais enfant, j'étais un peu, j'étais vraiment très renfermée sur moi, je parlais pas. Jusqu'à mes 4, 6, 5 ans, vraiment, je parlais vraiment presque pas. Même ma mère se faisait du souci et tout, parce que j'étais vraiment pas pipelette du tout. Okay. Et du coup, ça a fait que j'étais vraiment l'enfant qui était facile à abattre à l'école, parce que je me laissais faire, je répondais pas, tout ça. Puis en plus, mais j'étais une enfant vraiment très, 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 très potelée. Et du coup, ça a fait que directement, j'étais l'enfant, la cible. La cible facile. Voilà. Ouais, du coup, en fait, j'ai vraiment eu une enfance où je me faisais toute petite, où je me laissais toujours faire, où je répondais jamais. Je disais jamais non, je disais toujours oui, parce que j'avais l'impression de ne pas avoir le droit de dire non. Donc, quand on me disait tu fais ci, tu fais ça, moi je faisais tout. Et je n'osais pas me mettre en avant. Et en fait, je suis devenue une personne totalement différente à Séoul. Okay. C'est-à-dire que maintenant, s'il y a un truc que je veux pas faire, directement, je vais dire non, j'ai pas envie. Si y a quelque chose qui me plaît pas, je vais dire là, ce que tu m'as dit, c'était pas sympa, ou alors j'ai pas apprécié comment tu m'as parlé, tout ça. Ouais. Et du coup, j'ai vraiment changé, mais en plus d'une façon radicale, mais très vite aussi. Du fait que je devais vivre seule. Ouais. Et que, en fait, c'était vraiment moi contre le monde, parce que j'avais pas ma famille, j'ai dû me refaire des amis, tout ça. Et c'est courageux de ta part déjà d'être... de base, c'était un voyage, mais c'est courageux d'être resté là-bas, surtout que tu étais introverti, il y a plein de choses que tu faisais pas seul et tout. Merci. C'est super cool. Franchement, ouais. Merci. Ce qu'on te faisait à l'école et tout, ça a commencé dès la primaire? Dès la maternelle. En fait, mon premier souvenir de maternelle, c'est une fille de la maternelle qui m'aimait pas. Et j'avais une peluche que je gardais toujours avec moi. En fait, c'était ma peluche, mon cocon et tout. Ouais. Et du coup, je l'avais toujours dans mes bras. Et elle me l'a pris, elle me l'a jeté à la poubelle. Ouais. Vraiment. Et
Bah moi, comme d'habitude, comme je disais rien, je me suis laissée faire et tout. Et c'est quand ma grand-mère est venue me chercher le soir, elle m'a dit, elle est où ta peluche et tout. Et j'ai dit, bah, on me l'a jetée à la poubelle. De là, ma grand-mère, elle est allée voir les maîtresses, tout ça. Mais en fait, on n'a jamais vraiment pris ma défense, que ce soit ma famille ou quoi. Genre, ils sont plutôt du genre à le laisser faire. Et du coup, il y a eu cette instance-là où on a dit, ouais, bon, là, c'était pas cool, la pauvre et tout. Mais après, en fait, les choses se sont amplifiées et personne n'a jamais vraiment rien fait. Et du coup, c'est ça qui a fait que moi, je m'écrasais, en fait. Est-ce que tu as l'impression que les adultes voyaient et ne faisaient rien ? Ouais. Et du coup, comment ça s'est passé pour toi, l'adolescence, etc. Te construire, alors que déjà, dès le départ, tu étais devenue pas dans un mauvais sens, mais une people pleaser. Ouais. Genre, tu disais oui à tout, tu voulais satisfaire tout le monde. Comment on se construit en tant que petite femme en partant de là ? Bah, du coup, moi, ça a découlé sur des troubles mentaux qui ont rythmé ma vie, mon adolescence, et qui ont fait que quand je suis arrivée à l'âge d'aller à l'université, je pouvais tout simplement pas aller à l'école parce que j'étais dans un état physique et mental qui me permettait pas d'aller en cours, en fait. Et déjà, à la fin du collège, j'ai dû prendre un an d'année sabbatique, entre guillemets, alors que j'avais 15 ans. Hein. Wow. Je savais même pas que c'était possible. Ouais, bah, en gros, je devais faire des cours à la maison, mais mon état de santé mentale et physique était tel que je pouvais même pas prendre des cours à la maison. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au collège, donc, il y avait des élèves qui étaient pas sympas avec moi, mais le truc, c'est qu'il y a surtout un professeur en général qui suivait le lot, en fait, et qui rigolait avec les élèves, et donc du coup qui a pris part à l'harcèlement scolaire. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour en classe, il devait faire, tu sais, les bilans de fin de semestre, de fin de trimestre et tout. Ouais. Et il a commencé, en fait, il parlait de chaque élève, un par un. Et il a commencé mon cas en disant, bon Léa, c'est clair, elle est première en partant de la fin, parce qu'elle sert à rien. Ça va pas. Et il a commencé à faire un tableau, genre au tableau, il a dessiné un cercle. Ouais. Il a dit ça c'est la classe, il a fait un point au milieu, il a dit ça c'est les élèves de la classe, il a fait un point en dehors du cercle, il a dit ça c'est Léa. Je suis tellement désolée. Et ouais. T'as encore son nom, on va le retrouver sur Facebook. Tu sais que des fois je pense à lui et j'ai trop envie de le retrouver, de lui dire mais ce que vous avez fait en fait maintenant que j'y repense en ayant 25 ans. Surtout maintenant qu'il y a toutes les campagnes de harcèlement scolaire, etc. Ouais. Parce qu'on a globalement le même âge. Ouais. À l'époque où, en tout cas moi j'étais à l'école, le mot il n'existait même pas. Ouais. Le mot il n'existait même pas. J'ai réalisé que j'avais subi du harcèlement scolaire quand j'étais adulte en fait, parce que j'ai appris le mot. Mais tu sais que moi c'est pareil, parce que j'y ai repensé en étant adulte. En fait c'est vraiment en commençant la thérapie, en étant beaucoup plus âgée, en étant vraiment bien dans l'adulte, dans l'âge adulte et tout. J'ai commencé la thérapie, j'ai commencé à penser à des choses et je me disais, mais en fait au plus j'y réfléchissais, au plus je me disais, il y a des choses qui sont passées qui n'étaient pas normales. Et que personne, surtout quand ça vient d'un adulte, parce que vu que c'est un adulte, c'est censé être la personne de confiance et tout. C'est censé faire ce qu'il y a de normal dans les règles. Ouais, et du coup, en fait, mine de rien, ce jour-là, ça m'a créé un traumatisme. Et du coup, en fait, du jour au lendemain, je suis tombée dans les troubles alimentaires. Tellement ça m'a secouée. Et de là, en fait, j'ai plus pu aller à l'école parce que ma santé s'est dégradée vraiment très vite. Et du coup, pendant 1 an et demi, j'ai pas pu être scolarisée. Et j'ai recommencé à être scolarisée et j'ai commencé mon lycée une fois que j'avais ma santé physique s'était un peu améliorée, tout ça. Sauf qu'après, elle s'est dégradée dans un autre sens. Et en fait, ça a fait du va-et-vient permanent pendant des années. Et pendant des années, quand j'étais en thérapie, j'essayais de trouver la source de ce mal-être-là et de ces troubles alimentaires parce qu'on me disait toujours il faut trouver la source pour pouvoir les soigner. Et j'arrivais pas à penser à un truc, je me disais mais je vois pas d'où ça peut venir et tout. Et en fait c'est un jour que j'ai eu le déclic, je me suis dit mais vraiment, le jour où ça... Parce que c'est vraiment arrivé du jour au lendemain, j'ai l'impression. Genre dans ma vie c'est du jour au lendemain et ça s'est passé comme ça. Et je me suis dit mais en fait c'était vraiment ce jour-là où je me suis fait humilier devant toute ma classe alors que j'étais déjà en train d'être harcelée, tout ça. Et ça m'a fait tellement un déclic dans la tête que en fait du jour au lendemain j'arrivais plus à vivre normalement quoi. Tu me parles de troubles alimentaires. C'était quoi ? C'était tu ne mangeais plus ou tu mangeais trop ou c'était quoi ? Alors déjà il faut savoir que quand j'étais enfant j'étais une enfant très 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 en surpoids parce que j'avais pas le cadre familial qui faisait qu'on m'arrêtait de manger quand je mangeais trop. Donc déjà quand j'étais enfant je mangeais beaucoup trop. Et en fait ce choc là de ce que le prof m'a dit, ça m'a fait un traumatisme dans le sens inverse où j'ai arrêté de manger du jour au lendemain en fait. Et j'ai perdu énormément de poids sur quelques mois. Au point où j'arrivais plus je tenais plus debout. Et le problème c'est que là ça a fait un peu un choc à ma mère où ma mère a essayé de me mettre en thérapie, de me faire aller voir alors que de base j'avais pas l'impression qu'elle en avait grand chose à faire, tu vois.
Mais la thérapie, ça n'a pas été tendre non plus parce que, surtout à l'époque en France, quand t'es pas au bord de la mort, t'as beau dire à des professionnels de la santé que t'as des TCA, ils en ont pas grand chose à faire. Surtout à l'époque. Ouais, surtout à l'époque. Encore, hein, mais surtout à l'époque. Et du coup, à l'époque, on m'a dit un truc qui était ouais, si tu perds encore un peu plus de poids, on pourra peut-être te mettre à l'hôpital, mais là, à l'heure actuelle, on peut rien pour toi. Et du coup, ça a fait que j'ai recommencé à prendre du poids et à trop manger parce que, en fait, je me sentais abandonnée, quoi. Bah ouais. Je suis choquée. Je suis désolée que tu aies eu à vivre ça, vraiment. Le truc avec l'incident avec le prof, t'avais quel âge quand c'est arrivé? J'avais 14 ans. Ok. Et depuis, c'est depuis là que tu es en thérapie ou c'est... Non, j'avais commencé après. Après quoi? Après que mes TCA se soient développés, c'est là que j'ai commencé. Ah, t'as commencé bien après? Ouais, bien après. Ok. Comment ça se passait? Est-ce que tu vois une différence entre la thérapie maintenant et la thérapie à ce moment-là? Ouais. Moi déjà, la plus grosse différence, c'est que maintenant, j'ai une psychiatre et une thérapeute qui prennent en compte que même si t'es pas sur le point de mourir là, maintenant, dans les 5 secondes, t'as quand même un problème. Donc déjà, ça, pour moi, c'est la plus grosse différence parce que c'est vraiment ce dont j'avais besoin. Moi, j'avais juste besoin qu'on m'entende et qu'on me dise bah oui, ce que tu vis, c'est grave et puis concrètement, ça a des problèmes sur ta vie et c'est pas parce que tu ressembles pas à ce que nous, on imagine qu'on va pas t'aider. J'avais juste besoin de ça en fait. Et ça, je l'ai eu que très tard après. Actuellement, la thérapie que j'ai pu faire sur moi-même et les aides que j'ai pu recevoir, ça fait 2 ans à peine. Le retour au lycée, comment ça s'est passé? Alors, j'appréhendais beaucoup parce que ça faisait 1 an et demi que j'avais pas été scolarisée. En fait, au début, ça m'a fait du bien parce que j'ai recommencé à être entourée de personnes, parce que moi, je voyais plus personne depuis genre 1 an et demi. Bah ouais. Et j'ai recommencé à être entourée de plein de monde de ma classe, où j'ai commencé à rencontrer des gens au lycée, tout ça. Au début, ça m'a fait du bien. Après, ça s'est avéré être un peu plus difficile quand même, parce que mine de rien, c'est pas, le lycée, c'est pas le Club Med. Mais mes années lycée ont été à des milliards d'années de mes années collège. En tout cas, c'est sûr, parce que j'avais des amis, j'avais quand même... c'était quand même beaucoup plus facile, même si les TCA étaient toujours présents et que j'avais des périodes où j'avais du mal à aller en cours, donc je ratais beaucoup les cours. Et j'avais des profs qui le comprenaient pas forcément, donc ils n'étaient pas forcément tendres avec moi. Mais à partir du moment où j'avais des amis qui comprenaient, ça me faisait pas grand-chose en fait. Et surtout, tu m'arrêtes si je me trompe, je pense que du coup, tu as commencé sur un nouveau départ parce que tu n'étais pas avec les gens de ta génération. Ouais. C'était avec des nouvelles personnes, c'était pas les gens avec lesquels tu étais au collège, quoi. Ouais, voilà. Comme tu as eu un décalage, ça t'a permis aussi de repartir avec de nouvelles personnes. Ouais. Tes années lycée se sont mieux passées que tes années collège, ouais. c'est ça? Et du coup, tu arrives à avoir le bac. Après beaucoup de... Personne n'y croyait. Même moi, j'y croyais pas. Et après beaucoup de mal à... Parce que j'avais du mal à réviser, j'avais du mal à aller en cours, tout ça. J'ai quand même eu mon bac, donc j'étais trop soulagée. Tu peux être fière de toi, ma fille. Bah, du coup, parle-nous un peu de l'après de Séoul. Alors du coup, en fait, le problème, c'est que pendant la période du bac, mes TCA ont recommencé un peu à s'aggraver. Du coup, j'allais pas en cours et c'est pour ça que j'avais peur de pas avoir mon bac, j'arrivais pas à réviser tout ça. Et j'ai été prise dans une fac. En fait, j'arrivais pas à me lever, j'avais pas la force physique d'aller en cours, j'avais pas la force physique de... Puis en plus, j'étais dans un cadre, comment dire... De base, je voulais pas rester en France pour mes études. Au début, je voulais partir à Londres. Et ça n'a pas été fait parce que j'avais pas été acceptée à l'université. Et pourquoi Londres? J'ai toujours aimé Londres, j'aime bien... Je trouve que c'est une ville... c'est assez pour y aller. Ouais, c'est une ville ouverte avec... En fait, il y a beaucoup plus de gens LGBT que ici, par exemple. Ouais. Et du coup, je me sentais un peu plus en sécurité à Londres que dans une petite ville comme là où j'étais. En fait, je l'ai vu très vite parce que vraiment, je suis restée à l'université 3 jours. Ok. Et très vite, je me suis rendu compte que ça allait pas m'aider, que ça allait plus me tirer vers le bas même et tout. Et du coup, ma mère, elle m'a dit, arrête, fais une pause, ne va pas à l'université et puis tu réfléchis à ce que tu veux faire de ta vie. Et de là, en fait, j'avais un voyage à Séoul qui était prévu. Et vu que, mine de rien, le fait d'avoir un voyage de prévu, ça me donnait une raison de continuer, une raison d'aller de l'avant et tout, je me suis dit, pourquoi ne pas tenter d'aller à Séoul? Parce que même si mes problèmes, ils vont me suivre, au moins, je serai dans un nouveau cadre, quelque chose de nouveau. Et je vais tellement être occupée par le fait que je vais découvrir de nouvelles choses que peut-être que ça va mieux se passer que si je restais ici, tu vois. C'était le cas au final. Au final, ouais. Tu parlais d'aller à Londres pour retrouver des personnes LGBT, etc. Ouais. Déjà, comment est-ce que tu te définis et quand tu l'as remarqué? Là, maintenant que j'ai 25 ans et que j'y ai beaucoup pensé pendant des années, je sais que je suis lesbienne. Et bravo les lesbiennes. Ouais, bravo les lesbiennes. Et je me suis rendu compte que j'aimais les filles très tôt. Alors, c'est trop bête. Moi, c'est à cause de Glee. J'ai jamais regardé Glee. Oh mon Dieu.
Je suis un très mauvais homosexuel. Vraiment, j'allais dire la même chose. J'ai pas fait mes devoirs. En fait, dans Glee, il y a une fille qui s'appelle Santana. Et genre, dans la saison 2, elle se rend compte qu'elle est amoureuse de sa meilleure amie. Ouais. Et la façon dont ils ont montré ça à l'écran, je me disais, mais c'est bizarre, moi je ressens la même chose. Et de là, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais en fait, j'aime les filles. Mais au début, je me suis dit, j'aime les filles, mais j'aime pas les garçons. Oui. Donc pendant des années, je savais pas trop et tout. Mais je me suis rendu compte que j'aimais les filles, je devais avoir 12 ans, je crois. Ok. Ouais. Et du coup, comment ça s'est retranscrit Est-ce que ça a trouvé une place dans ton esprit pendant ton adolescence ou est-ce que tu étais trop prise par ce qui se passait parce que ça peut arriver aussi. Alors moi, direct, quand je me suis rendu compte que j'aimais les filles, alors ça a pu m'apporter un peu de problèmes dans ma vie, de mauvais moments, etc. Mais pour moi, ça a tout de suite été une fierté en fait. Donc ouais, pour moi, ça a été vraiment... J'ai pas envie de dire un trait de personnalité, mais comme je me définissais en tant que oui, moi j'aime les filles et puis alors, genre on m'insulte, qu'on me dit des choses négatives sur ça et tout, j'en ai rien à faire. Si même ma famille disait des trucs pas très agréables devant moi et tout, je me disais mais moi je suis comme ça et je sais que je changerai pas, donc ça sert à rien de me dire. Et tu l'as dit facilement autour de toi, à ta famille, l'école, tout ça? Je l'ai pas dit, alors je l'ai dit à mes amis assez facilement et je me souviens qu'à l'époque c'était des amis où je leur avais dit ouais j'aime les filles, elles m'ont dit bah ouais. Elles m'ont dit ok franchement cool ta vie. Mais pas de manière négative, ils étaient là genre oui. Non mais oui. Ouais. Après ma famille, j'ai pas ressenti le besoin de leur dire, genre même aujourd'hui je ressens pas le besoin de leur en parler. Il n'y a aucun besoin. Mais s'ils sont au courant, je m'en fiche. Je me souviens juste, il y a une fois où j'avais dit à mon père, ça te ferait quoi? Parce que j'avais pas de très bonnes relations avec mon père. Et on a recommencé à se parler quand j'avais environ 17 ans en fait, après des années sans contact, tout ça. Et un jour je lui avais dit, ça te ferait quoi si j'aimais les filles? Et il m'a dit, bah, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? C'est la réaction normale. Ouais. On n'a pas tous eu. Bon, on n'est pas si vieux que ça, mais ouais. Moi, quand j'étais au collège, etc., même les filles dont on savait qu'elles aimaient les filles, elles étaient assez mal vues. Ouais. Elles étaient assez comme bizarres. Il y en a aussi qui les prenaient pour des... Ouais. Tu vois, parce qu'ils se disaient, ouais, elle veut se taper un peu tout le monde. Bah, je suis content que ce soit bien passé pour toi. En fait, chez moi, le seul problème que ça peut créer, c'est que même si je savais que j'aimais les filles, au fond de moi, je savais que j'aimais pas les garçons, mais quand ça a commencé à me poser des problèmes, je voulais prouver que j'aimais les garçons. Ok. Donc ça a été le seul truc où j'ai dû faire un gros chemin là-dessus, parce que pendant des années, je me forçais un peu à sortir avec des garçons pour prouver, bah moi j'aime les deux, qu'on me fasse pas chier et tout. Et en fait, c'est le jour où je me suis rendu compte que vraiment, je me disais au plus j'essaye, peut-être qu'un jour ça va marcher. Et le jour où je me suis rendu compte que ça marcherait pas, j'ai dit, bah, là il faut vraiment travailler dessus, il faut passer à autre chose parce que c'est plus possible. Et du coup, sur le plan amoureux, t'as eu des copains? Oui. Tu veux en parler ou pas? J'en ai pas eu beaucoup après parce que vraiment, en fait, moi j'ai toujours eu des relations avec les garçons où je me mettais dedans parce que j'avais l'impression que je devais. Ouais. Mais je voyais très vite que ça allait pas aller et j'étais toujours la personne à dire. À quitter quoi. Ah vraiment, High School Musical Troy. Tu sais que j'ai jamais regardé High School Musical. Mais là, mais t'as vu quoi? Oh non. Ah, tu as toujours regardé Pokémon là? Oui. J'avais pas le droit de regarder les trucs de filles. Oh non. Non, c'est trop triste, je suis trop désolée. Non mais c'est rien. Et du coup, j'ai aucune culture, même tous les trucs. Hannah Montana, t'as jamais vu? Non. Desperatoso, enfin tous les trucs de chez nous là, jamais regardé. Nadim, un jour je vais t'inviter, on va regarder. Hein. Oui. C'est enregistré, tu ne peux pas. Ah oui, passer. à la vie de ma mère, tu ici, on va regarder. Et t'as déjà eu des copines? Oui. Après, j'ai de gros problèmes d'attachement, tout ça. Et du coup, ça n'a jamais été des relations très saines. Mais oui, j'ai eu des copines. Et puis, en plus, c'est vraiment un truc de lesbienne. Genre, t'as une amitié qui est super forte. Ouais. Et puis, tout le monde est autour de toi en train de te dire, mais vous sortez ensemble là. Ouais. Toi, t'es là, genre, bah non, c'est ma meilleure amie. Et puis après, tu te rends compte au bout de 3 ans que vous vivez ensemble. Vous avez emménagé ensemble, il y a le chien, il y a tout, mais vous êtes encore meilleurs amis. Ça, c'est vraiment le truc des lesbiennes, genre. Ah ouais, ouais. J'ai pas eu de lesbiennes autour de moi quand je grandissais, donc... Mais ça, c'est un truc que je ressens vraiment souvent, où j'ai plein d'amis gays, mais j'ai pas beaucoup d'amis lesbiennes, en tout cas autour de moi. Genre, toutes mes amies lesbiennes, elles vivent ailleurs. Oui, j'ai l'impression que c'est une espèce rare. Oui. On est 3 lesbiennes en France. Les lesbiennes, manifestez-vous. On cherche des lesbiennes. Je te jure, mais oui. Moi, j'en ai... Enfin, là, quand j'y pense avec du recul, je vois qu'il y avait 2-3 meufs qui pourraient être lesbiennes et tout quand j'étais au collège et tout. Mais à l'instant T, on n'en parlait pas du tout. Ouais. Et je me rappelle, j'avais juste ma meilleure amie qui disait qu'elle était bi. Du coup, je sais pas ce qu'elle est maintenant, mais elle disait qu'elle était bi. Et c'est tout. Et elle a jamais eu de relation avec des filles, enfin, de mon vécu, donc je sais pas.
Mais c'est trop difficile. Mais ça, c'est vraiment un truc que j'ai toujours ressenti, même au lycée et tout. Il y avait plein de garçons qui faisaient leur coming out en disant qu'ils étaient gays et tout. Moi, de mes années collège et lycée, j'étais pratiquement la seule lesbienne. Ouais, après, malheureusement, les jeunes garçons sont beaucoup catégorisés aussi, tu vois. Ouais, genre, ils sont beaucoup plus pris pour cible qu'une fille. Une fille qui s'habille chez les garçons, tout le monde s'en fout un peu. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui. Il y a des problèmes pour les lesbiennes, je dis pas le contraire. Mais, non, je suis d'accord avec toi. Mais c'est beaucoup moins catégorisé qu'un garçon qui est pas 100% masculin. Ouais. Donc peut-être qu'il y avait plein de lesbiennes autour de nous, on sait pas. On rêve, hein. Du coup, t'as passé 7 ans à Séoul, c'est ça? Ouais, presque 6 ans et demi. Ouais. Enfin, qu'est-ce qui a fait que tu es de retour parmi nous? Alors, la première chose, c'est que, mine de rien, j'ai plus de... Déjà, mon visa allait se terminer, il fallait que je trouve un travail, tout ça. Et en fait, je me vois vraiment pas être dans le monde du travail à Séoul, en Corée. Le monde du travail, il est tellement... c'est vraiment toxique, en fait, c'est vraiment difficile. Et je me dis que, vu que j'ai encore beaucoup de travail à faire sur moi, sur mes problèmes de santé mentale, etc., je me dis que si je m'embarque dans le monde du travail en Corée, ça va me détruire. Ah ouais? Ouais, en fait, c'est un pays que j'adore. Enfin, ma grand-mère, elle appelle ça mon pays de cœur, parce que j'ai passé 7 ans, tu vois. C'est pas pour faire la Corée à bout, quoi. Mais du coup, en fait, j'ai construit toute ma vie d'adulte à Séoul. Et c'est ça qui faisait que pendant des années, j'avais trop peur de revenir en France, parce que je me disais, quand je reviens en France, même si c'est mon pays natal, ma ville natale et tout, je vais devoir repartir à zéro. Ouais. C'est pas du tout le même cadre. Enfin, c'est ça. Tu n'habites pas à Paris, ni à New York. Voilà, tu habites dans une petite ville et tout. Je pense que ça va beaucoup changer de... Ouais. Enfin, je sais pas si Séoul, t'étais en centre-centre ou si t'étais un peu en périphérie. Mais oui, ça doit changer. Ouais, et puis il faut recommencer tout à zéro, mine de rien, parce que tous mes amis que j'avais ici, on a perdu le contact. Après, il faudrait que je me retrouve un appartement. Parce que toute l'indépendance que j'avais à Séoul en vivant seule, là, actuellement, je l'ai pas ici parce que j'ai plus d'appartement, j'ai plus de chez moi. Donc, ouais, c'est vraiment tout recommencer à zéro. Et c'est ça qui me faisait peur pendant des années. Et maintenant, je me dis, en fait, si je l'ai fait une fois, en plus en étant plus jeune, il n'y a aucune raison que... en étant beaucoup plus introverti, en ayant beaucoup plus de problèmes à sortir, etc. Ouais. Tu peux le faire 1000 fois. Hein. Parle un peu de la Corée, parce que je pense qu'il y a beaucoup de Corée à bout parmi nous. Donc dis-nous, parle-nous un peu de la Corée. Moi, franchement, j'ai aucune notion de comment est la vie en Corée, la culture coréenne, et j'en ai aucune notion, sans te mentir. Alors forcément, il y a des bons points et des mauvais points. La société, elle est un peu compliquée, surtout quand il reste... En fait, moi, j'ai un truc, je me suis rendu compte, parce que j'ai beaucoup d'amis, je me suis fait beaucoup d'amis étrangères à Séoul, du coup. Et on a vraiment ce truc de la phase de lune de miel. Pour moi, elle dure 3 ans. C'est-à-dire que tes 3 premières années à Séoul, c'est le plus beau pays du monde, il n'y a aucun souci, ta vie elle est parfaite et tout. Et au bout de 3 ans, tu commences à remarquer de plus en plus les problèmes et les choses qui te rendent mal un peu. Et de là, en fait, tu rentres dans une phase où tu détestes tout. Mais vraiment, c'est un truc de ouf. Et puis, une fois que tu as passé cette phase un peu, tu te dis, ok, il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. Maintenant, il faut que je vois ce que je veux garder, ce que je veux mettre de côté, là où je veux vivre, si je me vois rester. Parce que, en fait, au bout d'un moment, quand tu passes des années à Séoul, la question devient, est-ce que je vais y rester sur le long terme pour toute ma vie ou est-ce que je passe à autre chose? Parce que si tu trouves un travail, il faut le garder, il faut rester encore... Il faut vraiment rentrer dans le monde du travail qui est très compliqué. Où moi, j'ai des amis qui, au début, avaient aucun problème de santé mentale. Ils sont rentrés dans le monde du travail à Séoul. Ils ont fait un burn-out, anxiété... parce que c'est compliqué, mais par contre, c'est un pays où... en fait, c'est un pays, déjà, moi ce que j'aime beaucoup en Corée du Sud, c'est que tout est pratique. C'est-à-dire que tout est ouvert tout le temps, tout est à portée de main. Même si tu n'es pas forcément à Séoul, tu peux aller un peu plus dans la province et tout, et il y a quand même beaucoup de choses que tu peux faire, il y a beaucoup d'opportunités déjà. Et puis, vu que c'est une grande ville, et que moi, comme tu as dit, j'ai toujours vécu en petite ville, en fait, je suis arrivée à Séoul et j'ai rencontré plein de monde genre des gens qui étaient différents, des gens qui étaient comme moi, des gens qui venaient d'autres pays. Moi, en fait, surtout ce que j'ai aimé de mon voyage à Séoul, de ma vie à Séoul, c'est que j'ai rencontré des gens un peu de partout dans le monde. Et du coup, en vivant à Séoul, j'ai appris des trucs sur le monde entier, mais même de la France, parce que je me suis fait des amis de France qui n'étaient pas de la même région. Et du coup, j'ai appris des trucs sur la France que je connaissais pas. Et je trouvais ça trop fascinant. Et puis c'est un pays magnifique avec beaucoup d'histoires, beaucoup de culture. Il y a plein de choses à visiter en Corée du Sud qui sont super intéressantes. Je te crois sur parole. Je me suis jamais renseignée sur... C'est vachement intéressant. En tout cas, moi, s'il y a des gens qui veulent y aller en voyage, vraiment, je recommande à 100% pour un voyage. Après, je ne recommanderais pas à tout le monde d'aller y vivre. Moi, ce que je conseille, c'est de toujours faire un voyage d'abord. Et pas un voyage de 2 semaines, parce que ça sert à rien.
mais faire un bon voyage où tu vois comment c'est, t'essaies pas de te mettre en mode touriste, mais vraiment en mode genre si je vais y vivre, comment ça serait pour moi. Et après de là tu vois. Mais ouais, c'est un pays vachement intéressant. Puis moi ce que j'adore c'est les cafés. Et le café. Et comme il n'y a pas de café en France, comme c'est exclusif à la Corée. Oui, pour le coup, oui. C'est la boisson nationale. Ah ouais? En fait, ça a plus le goût d'eau qu'autre chose. Et tout, j'aime trop. J'apprécie trop depuis tout à l'heure. Tu vois pas ce que de boire. Tant mieux, oui. Je te jure, c'est pas pour faire semblant, je te jure, j'aime bien. Mais c'est vraiment la boisson nationale, c'est-à-dire que genre les Coréens ils aiment trop le iced americano. Tu sais, souvent quand t'es en classe ou quand t'es au travail ou quoi, on t'envoie acheter des boissons pour tout le monde dans la pièce et tout. Enfin, souvent ils font ça. Et du coup, ils ont même pas besoin de te demander ce qu'ils veulent parce qu'ils savent que tu vas aller acheter un iced americano, genre. Oh waouh. Ouais. Donc là, tu m'as servi la boisson nationale. Oh waouh. Je voyage tout à coup. Mais ils ont une vraie culture du café là-bas où ils ont des cafés à thème, des cafés trop bien décorés. En fait, c'est vraiment le truc. Tu peux passer 3 mois à Séoul tous les jours faire un café différent. Oh waouh. Incroyable. Ouais. Franchement, ça, je savais pas du tout. Et ça a pas été dur pour toi de faire la transition, je suis là en voyage et je suis là pour vivre. Le mood de vacances où tu penses un peu à... Enfin, tu fais pas d'attention, tu vois. Et est-ce que cette transition, elle a été dure à faire ou pas du tout? En vrai, oui, au début, où je me laissais un peu trop aller, où je sortais un peu trop, où j'allais un peu trop dans les cafés. Mais en fait, c'est surtout quand j'ai commencé à retourner à l'école que là, vraiment, je me suis dit, ok, genre, je veux des bonnes notes, je veux travailler bien comme il faut, tout ça. Donc, je sortais plus comme avant parce que j'étais vraiment chez moi, je révisais. Je me réveillais le matin, j'allais à l'école, puis je rentrais chez moi, je révisais. Enfin, j'étais vraiment dans un cadre de... scolaire. Ouais. Ça a été un peu compliqué au début, de gérer le budget en fait. Parce que vu que c'est la première fois que je partais seule et que j'étais indépendante, aussi, c'est la première fois que j'ai géré mon budget. La première fois que tu traversais la route. C'est trop symbolique. En fait, au début, j'étais vraiment tellement contente d'avoir mon indépendance pour la première fois que je voulais faire les choses bien. Je me suis forcée à faire les choses bien en fait, même si j'avais du mal, même si... c'est aussi ça qui m'a appris à plus parler aux autres, à plus m'ouvrir aux autres et tout, parce que des fois j'avais besoin d'aide et tu connais pas forcément des gens autour de toi et tout, t'es obligé d'aller vers des gens que tu connais pas pour demander de l'aide. Et du coup c'est ça qui a fait que j'ai arrêté d'avoir peur de parler aux autres, d'appeler au téléphone, parce qu'avant j'appelais pas au téléphone, j'avais la phobie du téléphone. Et puis quand j'avais des problèmes, je sais pas moi, d'internet, il fallait bien que j'appelle, donc Ouais, tu peux pas demander à ta mère, tu veux... Voilà, voilà. Il y a plus ce filet de sécurité. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant que t'es revenu en France? C'est quoi tes projets? Enfin, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? De m'épanouir dans ma région, parce que là je vais y passer pas mal de temps. Et au début c'est ça qui me faisait peur, parce que j'ai tellement de mauvais souvenirs de mon enfance. Et ensuite je suis partie directement dans un autre pays, donc mes bons souvenirs je les ai pas créés ici. Donc maintenant j'ai envie de me créer de bons souvenirs ici. Et d'apprendre de vivre avec ce que j'ai en fait, de pas toujours chercher à aller aux 4 coins du monde pour trouver le bonheur. J'aimerais trouver le bonheur chez moi en fait. C'est trop beau. C'est trop beau. Mais c'est vrai. Bah écoute, j'ai passé un trop bon moment avec toi. Moi aussi, oui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker. On ouvre des discussions, donc les commentaires sont les bienvenus, mais les commentaires insultants seront supprimés immédiatement, bien sûr, avec une petite insulte en retour, comme on fait à la maison. En tout cas, merci à vous les bébés d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à commenter. Je vous souhaite une bonne soirée. Un bon moment. Ouais. Bisous.